Bonjour, dans cette vidéo je voudrais proposer une correction de l'examen de relativité générale qui fait suite au cours de la playlist dans laquelle cette vidéo figure. Il y avait trois parties, une partie 1 avec des tas de questions de cours, donc je ne vais pas corriger ça, il suffit de regarder le cours. Bon. Et puis il y avait une partie 2 sur le transport parallèle et une partie 3 sur une chute libre radiale dans une métrique de Schwarzschild, puis de Kerr en champ faible, on va voir ça. Donc je vais corriger simplement les parties 2 et 3. Et l'énoncé devrait se trouver donc sous la vidéo dans la description. Alors commençons par cette partie 2, donc c'est un transport parallèle. Alors en fait sur une sphère, on va dire sur la Terre. Alors on considère la Terre du point de vue géométrique comme étant simplement la sphère ronde S2. Alors donc vous vous souvenez, bon la sphère, il y a la sphère topologique S2. Et si on parle de sphère ronde, c'est-à-dire qu'on lui donne une forme, à ce moment-là, pour ça, il faut donner une connexion, une dérivée covariante. Il y a 1000 façons de plonger S2 en tant qu'objet topologique dans R3 avec des formes complètement différentes. Et chaque forme correspond à une dérivée covariante particulière. Quant à la taille, ça c'est la métrique qui donne une taille. Hein. Donc si vous vous souvenez, on a discuté ça largement dans le cours. En tout cas, donc là c'est la sphère ronde avec donc la connexion associée à la sphère ronde. Et donc l'idée c'est d'utiliser la carte standard avec des coordonnées qu'on appelle les coordonnées sphériques, θ et φ, donc avec donc θ qui est l'angle, donc si on représente la Terre comme ça, donc elle est bien ronde, hein, elle n'a pas de taille particulière, mais elle a une forme particulière, et donc on prend θ comme étant en fait ce qu'on appelle la colatitude, c'est-à-dire l'angle depuis le pôle nord, voilà, qui croît comme ça, et puis φ par rapport à un certain méridien, φ qui croît comme ça. Donc les coordonnées sphériques ordinaires, et on nous donne directement les coefficients de la connexion dans cette carte-là. Donc ça c'était donné dans l'énoncé. Alors, il y en a essentiellement deux qui sont non nuls. Donc, gamma θ phi phi qui vaut moins sin θ cos θ. Et puis, gamma phi θ phi. Alors, évidemment, par symétrie, on a aussi, c'est aussi gamma phi phi θ. Et ça, c'est la cotangente de θ, donc cos θ sur sin θ. Voilà. Donc ça, c'est ce qui est donné. Et on va s'intéresser au transport parallèle d'un vecteur le long d'un parallèle de la Terre. Hein, donc vous avez l'équateur ici, puis vous avez différents parallèles. Voilà. Et donc on va prendre un parallèle ici, correspondant à un angle θ qui vaut θ0, enfin une certaine valeur. Et on va se balader donc à θ constant le long de ce parallèle-là. Et on va transporter un vecteur parallèlement. Donc c'est quelque chose que j'avais évoqué, au moins qualitativement, à la fin d'un cours, très rapidement. Là, l'idée, c'est de faire le calcul. On va commencer par un vecteur, en fait, qui va être le vecteur, bon, on va voir au fur et à mesure de l'énoncé, qui va être un vecteur qui, si on le représentait comme ça, dans le plan tangent, en ce point-là, dans le plan tangent, donc vu dans la description extrinsèque de la Terre, vu plongé dans l'espace euclidien 3D, ce serait le vecteur donc, qui pointe donc, vers le sud en l'occurrence, localement ici, et puis on se balade sur le parallèle ici et on fait un transport parallèle et on veut savoir ce que devient ce vecteur. C'est-à-dire que vaut le vecteur en chaque point le long du parallèle. Voilà, donc c'est ça l'idée. Donc il y avait une... alors on nous dit qu'on appelle gamma la courbe en question sur laquelle on va se déplacer. Donc, ouais, je vais faire la place, le tableau est petit. Donc on a cette courbe gamma. Donc, alors vous rappelez qu'une courbe c'est une application de R dans la variété qui, à une certaine valeur de paramètres, donne un point P, gamma de lambda, donc son image, et ce point, alors j'ai fait une petite entorse, j'ai signalé
à la fin aux étudiants, je fais une petite entorse à la rigueur, que je regrette, mais bon, c'est comme ça. J'ai écrit gamma de lambda égale donc θ de lambda et phi de lambda. Donc ceci c'est pas bien. C'est pas bien parce que j'ai l'air de dire que l'image de lambda, donc par la courbe gamma, qui doit être un point sur la variété, je dis que ce point, c'est ses coordonnées. Non, ce point a pour coordonnées dans la carte sphérique ces coordonnées-là. Hein. Donc en réalité, ça, j'aurais dû écrire, alors j'aurais dû définir une carte X qui aurait été, enfin qui est la carte sphérique, mais bon, on voit tout de suite que ça devient un peu lourd d'introduire pleinement le formalisme. Ça coûte pas cher du tout, simplement comme là on va utiliser une seule carte, il n'y aura pas de changement de carte, etc. Bon, c'est un abus, disons, classique, mais il faut toujours garder en tête ce qu'on fait, sinon on ne comprend pas, mais c'est un abus classique de dire que le point sur la variété, en l'occurrence sur la Terre, de l'identifier, ce point, à ses coordonnées dans la carte en question. Donc en réalité, ce que j'aurais dû écrire, c'est que gamma de lambda, c'est x-1 par la carte sphérique de θ de lambda, phi de lambda. Ça, ce ne sont que les coordonnées du point. L'image de lambda par la courbe, c'est le point lui-même. Bon, bref. Toujours est-il que c'était donné comme ça dans l'énoncé, donc gamma de lambda est ce point-là, mais pour dire que c'est ce point-là, il faut dire que c'est l'antécédent par la carte de ces coordonnées-là. Donc le point lui-même n'est pas ces coordonnées, c'est absolument capital, j'ai énormément insisté dans le cours là-dessus. Simplement, effectivement, comme je disais, ici on ne va pas changer de carte, donc voilà, j'ai fait cet abus conceptuel qui consiste à ne pas introduire, à sous-entendre la carte. Bon, c'est quand même précisé hein, qu'il s'agissait de la carte usuelle, etc. Mais bon, bref. Voilà, alors, la première question, c'était de déterminer la vitesse de la courbe gamma en chacun de ces points. Donc ça, c'est très simple. La vitesse, justement, quand on a ces coordonnées, eh bien, la vitesse, c'est directement la dérivée des coordonnées par rapport aux paramètres dans la base associée à la carte. Hein. Donc c'était ça l'idée, c'était de dire que la vitesse de gamma au point gamma de lambda, eh bien, c'est tout simplement dθ sur d lambda, d sur dθ, plus dθ sur d phi, d sur d phi. Pardon, sur d lambda, excusez-moi, plus d phi sur d lambda, d sur d phi, pardon. Voilà. Donc, ça, ce sont les vecteurs de base associés à la carte sphérique. Et puis, la vitesse, exprimée dans cette base, c'est un vecteur, on peut exprimer dans la base qu'on veut, mais dans la base associée à cette carte, ces composantes sont simplement, alors on note généralement θ point et phi point, il n'y a qu'une seule variable dont dépendent ces paramètres, c'est la variable de la courbe, le long de la courbe. Ok. Bon, très bien. Alors ensuite... Ah, oui, pardon, il manque un bout, alors je vais laisser ça. Il manque un bout, donc ce qu'on dit, c'est que, en fait, on prend... Donc ça, c'est pour une courbe générale. La courbe dont on parle ici, c'est ce parallèle-là. Et donc, ce parallèle-là, c'est celui... Alors, on nous dit que la courbe qu'on prend, parce qu'on peut parcourir ce parallèle avec à différentes vitesses de paramètres, si on veut. On peut aussi aller par là, puis revenir, puis repartir, puis s'arrêter, puis repartir vite, etc. Donc, il faut donner le paramétrage. Hein. La courbe, c'est la trace sur la variété et son paramétrage. Donc, en l'occurrence, on nous donne le paramétrage. Vous voyez, j'ai déjà oublié mon propre énoncé. Donc, ce qu'on nous dit, c'est que gamma de lambda, en fait, en l'occurrence, c'est θ0 lambda. Autrement dit, alors, on est effectivement... Ça garantit qu'on soit sur le parallèle. Et ici, en fait... Le paramètre, c'est simplement l'angle, donc phi, c'est lambda, donc c'est l'angle
azimutale, en fait, c'est la longitude, hein, tout simplement. Enfin, en prenant une référence quelconque. Ok, donc c'est ça en fait la courbe. Donc cette formule générale, évidemment, s'applique dans ce cas particulier. Et on a ici 0 et ici 1. Donc en fait, la vitesse qui était demandée à cette première question, c'est simplement d sur dφ. Voilà. Donc c'était ça la réponse à la question. C'était la question 21. Je vais garder les numéros de la feuille. Voilà, bon, très bien. Donc d sur dφ. Donc on va se promener le long de ce paramètre, le long de ce parallèle, paramétré simplement par sa longitude, et du coup, sa vitesse, c'est d sur dφ. Très bien. Alors donc, une fois qu'on a ça, on demande, donc maintenant c'est la question 22, on demande d'écrire l'équation du transport parallèle pour un champ de vecteurs x, défini en chaque point de la courbe, ok, et expliciter les équations différentielles vérifiées par ses composantes xθ et xφ dans la base associée à la carte choisie, donc dans la base des d sur dθ et d sur dφ. Donc on a x qui est donc un champ de vecteurs avec ses coordonnées xθ et xφ, donc voilà le champ de vecteurs en question, ok. Les vecteurs de base, les composantes décomposées dans cette base. Et donc, on demande d'écrire l'équation de transport parallèle. Alors, ça veut dire quoi, transport parallèle? Ça veut dire le long d'une courbe, sinon ça ne veut rien dire. Ça veut dire que quand on se déplace le long de la courbe, le vecteur ne change pas. C'est ça que ça veut dire. Mais pas changer, ça veut dire que la dérivée covariante, parce que vous savez bien qu'on ne peut pas comparer un vecteur en deux points différents, parce qu'ils n'appartiennent pas au même plan tangent. Donc, ce qu'on entend par transport parallèle, c'est très précisément, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a introduit la dérivée covariante, c'est très précisément cette relation-là, la dérivée covariante dans la direction de la courbe, en fait à la vitesse de la courbe même, hein, la façon dont on change le paramètre influe, la dérivée covariante dans la direction de la vitesse, ou enfin, oui, bon, suivant la vitesse, je ne sais pas comment le dire, du vecteur x est égal à 0. C'est ça que ça veut dire, quand on se déplace le long de la courbe, le vecteur ne change pas en langage commun. Ok, donc c'est ça qu'il faut écrire. Bon, bah, aucune difficulté. La vitesse en question, c'est d sur dφ, donc il faut écrire ça, et puis je remplace le x par ce qu'il vaut. Donc, voilà, plus xφ d sur dφ, et il s'agit de développer ça, et d'écrire que ça doit être nul, et on aura l'équation du transport parallèle. Donc ça égale 0. Alors comment développer ça? Bon, bah, dérivée d'une somme, la somme des dérivées, et puis pour les produits, on applique la règle de Leibniz, donc c'est très simple. Donc on a d sur dφ de xθ. Alors, bon, je vais mettre comme ça, dxθ sur dφ, fois d sur dθ, ça c'est pour le premier terme, plus xθ nabla d sur dφ. Oui, enfin, là, si vous voulez, j'ai sauté un tout petit peu une étape. Là, j'ai écrit que nabla de d sur dφ de xθ, hein, j'aurais dû avoir ça ici, d sur dθ. J'ai simplement rappelé que la dérivée covariante d'une fonction, d'une simple fonction, dans une certaine, enfin, dans la direction d'un vecteur, nabla x de f, c'est simplement x appliqué à f. D'accord, ça c'est dans le cas d'une fonction, c'est ça qu'on a. Bon, revoyez le cours. Ok, donc voilà, j'ai passé cette étape. Donc on a ça, plus ça appliqué à d sur dθ, très bien. Et puis maintenant je traite ça de la même façon. Donc à nouveau, dérivée covariante de la fonction xφ, c'est simplement la dérivée de la fonction xφ. Voilà, donc ça, d sur dφ, plus xφ, dérivée covariante dans la direction phi de d sur dφ. Tout ça doit être égal à 0. Voilà. Et donc, il nous reste à écrire ces deux vecteurs, et par définition des coefficients de la connexion, ça, quand on dérive ça, eh bien ça nous fait gamma, alors, donc ça nous fait un vecteur, la dérivée covariante d'un vecteur
ça donne un vecteur, d'un champ de vecteurs, ça donne un vecteur en chaque point. Ce champ de vecteurs se développe sur la base, par exemple, on peut l'écrire avec ses composantes dans la base d sur dθ, d sur dφ, et ces composantes sont précisément les coefficients gamma. C'est comme ça qu'on a introduit, défini les coefficients gamma de la connexion. Donc on a ici un premier terme sur d sur dθ. Alors vous vous rappelez, hein, avec mes conventions, on met le coefficient par rapport auquel on dérive à droite. Évidemment, c'est une connexion sans torsion, donc c'est pour ça que c'est symétrique ici, parce qu'on a une connexion sans torsion, donc peu importe cette convention, mais bon, ça permet de bien suivre ce qu'on fait. Donc on dérive le vecteur suivant θ par rapport à phi, et donc on regarde la première composante pour dθ, donc la composante θ ici, plus la composante suivant phi, toujours du même vecteur dérivé dans la même direction. Donc voilà ce qu'on a ici. Ça, c'est égal à ça. Et puis ça, de la même façon, enfin, ce bout-là, c'est égal. Alors cette fois, on développe toujours, on développe sur la base, sur les d sur dθ et les d sur dφ. Donc on a la composante sur θ du vecteur phi, enfin de la dérivée du vecteur phi dans la direction phi, voilà, plus la composante sur phi maintenant de la dérivée du vecteur phi dans la direction du vecteur phi. Voilà, donc on a ça, et tous les coefficients étaient donnés, donc c'est très simple. Alors gamma θ, θ phi, ça vaut 0. Gamma phi pour la sphère ronde, hein. Gamma phi, θ phi, c'est celui-là, donc ça fait cos θ sur sin θ, d sur d phi. Et puis, alors gamma θ phi phi, c'est moins sin θ cos θ. Alors en l'occurrence, c'est des moins sin θ 0, cos θ 0, hein, puisqu'on est sur le parallèle, je l'ai effacé, j'ai plus de place, mais sur le parallèle à l'angle θ0, à la colatitude, si vous voulez, puis sur 2 moins la latitude qui fait θ0. Et puis gamma phi phi, il n'y en a pas, ça fait 0. Donc voilà, c'est très simple, ça y est, on a nos équations différentielles. Alors pourquoi je dis qu'on en a deux? Parce qu'effectivement, ceci est un vecteur à 2 dimensions, donc le vecteur complet doit être nul, donc chaque composante doit être nulle. Et par conséquent, je vais me mettre là. Voilà. Par conséquent, donc, alors sur d sur dθ, j'ai lui et lui. Donc la première équation, ça va être, alors je peux, enfin, oui. En fait, x θ et x phi ne dépendent que de phi, puisqu'on se balade toujours à θ constant. Donc cette dérivée partielle est en fait la dérivée, enfin, je vais la noter, c'est la dérivée partielle par rapport à phi, mais comme ça dépend que de phi, je vais la noter simplement qu'il n'y a pas d'ambiguïté, je vais la noter x'. Donc c'est x θ prime, ou point, prime, allez. Donc dθ, moins sin θ 0 cos θ 0 fois x phi, hein, donc c'est ici qu'il manquait, fois x phi, voilà, ça doit être égal à 0, première composante suivant θ, et maintenant la composante suivant phi, j'ai donc celle-ci, alors celle-ci, ça me donne cos θ 0, alors je vais commencer par celui-là, donc comme ça on a la dérivée en premier, donc ça c'est x phi prime, et donc plus x θ fois ce machin-là, donc plus cos θ 0 sur sin θ 0, x θ égale 0. Donc voilà les équations du transport parallèle. En partant, enfin, pour un champ de vecteurs quelconque de composantes dans la carte en question, x θ et x phi. Voilà, donc c'était très simple. Alors, on considère au point initial, donc maintenant on va intégrer cette équation de transport parallèle, on va partir d'un certain vecteur, et on va regarder comment il se déplace. Simplement, il obéit à ces équations différentielles. Donc,
Il n'y a plus qu'à le faire. Alors, on considère au point initial, oui, on part, donc le point initial, on dit que c'est le point, donc θ0, parce qu'on est sur le parallèle θ0 et 0, c'est-à-dire qu'on démarre au méridien de Greenwich, si vous voulez, à la référence pour phi, n'importe laquelle, hein, il y a une symétrie de révolution évidemment. Donc voilà, on part de ce point-là, avec quel vecteur? Avec le vecteur x, 0, c'est pas une composante du vecteur, d'ailleurs, sinon il serait en haut, mais c'est le vecteur initial dont on parle, et c'est d sur dθ. Voilà, donc on démarre avec un vecteur particulier qui est celui-là. Très bien. Alors on nous demande dans quelle direction géographique on peut dire de manière informelle que ce vecteur pointe. Alors je l'ai déjà indiqué tout à l'heure, en fait ce vecteur c'est... Alors, il n'y a pas la notion de direction est donnée par le vecteur, mais si on regarde la sphère, donc ça n'a pas trop de sens de demander dans quelle direction il pointe dans sa direction, c'est lui qui dit ce que c'est qu'une direction, mais si on regarde la sphère plongée dans l'espace 3D, informellement, enfin pas informellement, formellement, on peut le faire formellement, enfin on peut parfaitement définir une sphère plongée dans un espace euclidien 3D. Le truc, c'est qu'après, on peut assimiler le plan tangent à un point donné, défini intrinsèquement en tant qu'espace vectoriel tangent, comme, enfin, en géométrie différentielle, on peut assimiler ça, enfin, il y a une identité complète entre ça et ce qui serait le plan tangent de... Enfin, un isomorphisme, quand je dis identité, c'est deux choses différentes, mais il y a un isomorphisme parfait, avec ce qui serait le plan tangent à la sphère en ce point-là, si on la regarde donc plongée dans l'espace 3D. Alors, en l'occurrence, donc si on est sur le méridien phi égale 0, et sur un parallèle θ0 ici, hein, θ0, le vecteur là, eh bien simplement, il pointe... En fait, c'est le vecteur, c'est ça qu'il faut voir, c'est le vecteur tangent à la courbe coordonnée. Si on prend comme courbe définie sur cette variété la courbe θ égale lambda, enfin la courbe dont la représentation dans la carte donne, c'est-à-dire θ phi donne lambda est 0, la vitesse de cette courbe-là, si ça c'est gamma, la vitesse de cette courbe-là, ça va être dérivée de ça, d sur dθ, plus dérivée de ça, d sur dφ. Donc ça va être d sur dθ. Donc c'est bien le vecteur vitesse de cette courbe-là, et cette courbe-là, c'est quoi? C'est la courbe qui parcourt le méridien comme ça. Donc c'est le vecteur vitesse ici, et donc c'est effectivement le vecteur qui pointe vers le sud. Informellement, enfin... C'est ça qu'on appelle le sud. Si on dit, c'était précisé dans l'énoncé que θ égale 0, c'est ce qu'on appelle le pôle nord. Donc c'est bien, on va du nord vers le sud. Bon voilà, c'est juste pour bien refaire le lien entre la définition intrinsèque et des vecteurs vitesse et des plans tangents, etc. et la perspective vue dans un espace de dimension supérieure. Évidemment, la relativité générale est décrite entièrement de manière intrinsèque. On n'a pas besoin de plonger la variété dans un espace plus grand. Rien ne garantit qu'on pourrait le faire d'ailleurs dans un espace plus grand à une seule dimension en plus. Hein. On peut avoir, vous vous souvenez de ce théorème, on peut toujours plonger la variété et la voir comme une sous-variété de Rn euclidien. Mais le Rn, le n en question, peut aller jusqu'à 2 fois la dimension de la variété. Bref, donc voilà, en l'occurrence, la réponse est OK, ça pointe vers le sud. Bien. Alors ensuite, on avait la question 24. Donc à partir de cette condition initiale, résoudre les équations obtenues ci-dessus et indiquer les composantes du vecteur ainsi obtenu par transport parallèle en fonction de la longitude du lieu. Donc il suffit d'intégrer ça et... C'est très sympa, j'ai donné une indication, on pourra dériver ces équations-là. Donc évidemment, on a un système de 2 équations différentielles du premier ordre, mais couplées, donc x phi intervient. Donc là, à l'évidence, j'aurais pu me passer de cette indication, si on dérive par exemple ça une fois de plus, on va avoir du xθ seconde et xi, x phi prime
qu'on a là, qu'on remplace, et donc on va avoir une équation juste avec des θ. Elle sera du deuxième ordre, mais elle sera juste avec des θ, il y a juste à la résoudre. En l'occurrence, elle est triviale, allons-y. Donc je dérive ça une fois de plus, ça me fait xθ seconde, donc moins sin θ0 cos θ0 fois la dérivée de ça, et la dérivée de ça, c'est moins ce machin-là, donc ça va être plus cos θ0 sur sin θ0 xθ égale 0. Et ça, à l'évidence, c'est cos θ0 carré. Bon, ben, le tour est joué. On a donc, parce que donc on a l'équation différentielle sur xθ, et ça, cette équation différentielle, si vous appelez ça oméga carré, tout de suite ça vous parle. Ça, c'est simplement ça pour solution générale, enfin, c'est un cosinus, quoi. Donc c'est grand A cos oméga, alors c'est pas t ici, c'est lambda, c'est phi, même en l'occurrence, c'est dérivé par rapport à phi. Alors soit plus, enfin, oui, allez, on va faire plus b sin, sin oméga phi. Voilà, le oméga étant en fait cos θ0. Bon, et bien maintenant il n'y a plus qu'à appliquer les conditions initiales pour savoir laquelle de toutes ces, avec A et B réelles, laquelle de cette famille de solutions est la bonne. Donc déjà en phi égale 0, on a... alors oui, en phi égale 0, on a xθ, donc ça veut dire que, ça veut dire que xθ de phi égale 0, c'est 1, et que x phi de phi égale 0, c'est 0. Il n'y a pas de composante sur phi. Donc, alors, alors déjà, on va dire x phi, phi égale 0 égale 0. Alors, vous me direz, mais là, on n'a pas x phi. Oui, mais attention, si, on a x phi ici. Donc, ça veut dire que en phi égale 0, ça vaut 0. Donc, xθ prime en phi égale 0, c'est 0. D'accord? Donc on démarre sans vitesse initiale suivant θ, si on veut. Enfin, vitesse initiale, c'est pas du tout le bon mot, hein, c'est la vitesse de rien, mais vous voyez, la dérivée, disons, la dérivée première est nulle. Donc les vraies conditions initiales pour xθ, c'est, lui il vaut 1 et sa dérivée vaut 0. Bon, ben on résout ça, et donc sa dérivée, ça va être sinus ici de 0 qui fait 0, donc ça compte pas, ça va être cosinus ici, donc il faut que ce b soit nul, pan. Et on veut que xθ soit égal à 1 quand phi vaut 0, donc a égale 1. Voilà. Donc finalement, j'aurais plus besoin de ça, de toute façon, je l'ai dans l'énoncé, donc je vais l'écrire là. Donc on a en fait xθ de phi qui vaut cosinus de cos θ0 phi. Ok. Bon, bah, très bien. Quoi d'autre? C'est tout. À partir de la condition initiale, oui, ok. Donc voilà. Et puis maintenant, il nous faut x phi. Alors soit on est pas malin et on refait pareil, on dérive ça une deuxième fois, on remplace et on résout l'équation. Bon, elle est triviale l'équation, donc on va y arriver, mais il faut réimplémenter des conditions initiales. Soit on a déjà on a déjà x phi, c'est xθ' sur sin θ0 cos θ0. Donc il n'y a pas besoin de refaire des calculs. X phi de phi, c'est la dérivée de ça divisé par sin θ0 cos θ0. Donc la dérivée de ça, c'est moins cos θ0 sin de cos θ0 phi, mais divisé par sin θ0 cos θ0. Et donc, pof, donc c'est moins 1 sur sin θ0. Bon, ben voilà. On a le vecteur parallèlement transporté le long du méridien
de colatitude lambda 0. Bon, ben, je peux effacer tout, voilà, c'est tout, c'est fini. Alors, maintenant on nous demande une application numérique. Alors on suppose qu'on se situe sur le parallèle de latitude 30 degrés, donc lambda en tant que latitude, bon, enfin latitude 30 degrés. Donc j'étais même gentil, j'ai dit donc θ0 qui vaut pi sur 2 moins ça, c'est donc pi sur 3. Ça c'est pi sur 6. Voilà, donc c'est grosso modo la latitude de Houston, du Caire ou de Katmandou. Très bien, c'est la latitude de beaucoup de points sur la planète. Quelles sont les coordonnées du vecteur parallèlement transporté obtenu après un quart de tour, un demi-tour et un tour complet? Bon, ben, après un quart de tour, on a phi égale donc pi sur 2. Okay, quart de tour. Alors déjà, ça nous dit qu'on a cos θ0 qui vaut 1,5 et sin θ0 qui vaut donc 2 sur racine de 3, racine de 3 sur 2, pardon. Racine de 3 sur 2, voilà. Et donc, ça nous fait bien ce qu'on veut, oui, c'est ça. Donc, je peux remplacer ici, oui, c'est ici 2 sur racine de 3, ici 1,5, donc sin de phi sur 2. Et donc, en phi égale pi sur 2, on a ici cos de pi sur 4, c'est-à-dire, donc xθ égale cos de phi sur, de pi sur 4, donc ça fait 1 sur racine de 2, ok. Et puis, on a x phi qui vaut, donc bah, ça aussi, ça fait 1 sur racine de 2, donc ça fait 1 sur, donc ça fait moins racine de 2 tiers. Ok. Et puis, bon, ben voilà, à phi égale pi, quand on a fait un demi-tour, on a ici 0. Et x phi qui vaut, donc sin de pi sur 2, ça fait 1, donc ça fait moins 2 sur racine de 3. Et puis, quand on a fait un tour complet, ça fait xθ égale cos de pi moins 1 et x phi égale eh bien 0, sinus de pi. Voilà, donc là le vecteur s'est retourné. Alors évidemment ça dépend de θ0, hein, c'est parce qu'on a pris, c'est pour ça que j'ai pris pour faire des applications numériques trivialement, j'ai pris θ0 qui vaut pi sur 3, hein, donc voilà, à la latitude 30 degrés. On a ce transport parallèle, bon ben voilà. Ah oui, et on nous demande à chacune de ces positions dans quelle direction pointe le vecteur, toujours informellement. Alors là, il a une composante suivant θ vers le sud, et donc la composante suivant phi, c'est la direction dans laquelle phi augmente, donc c'est vers l'est, en chaque point c'est vers l'est. Donc là, c'est une composante négative, donc ça va vers l'ouest, vers l'ouest, donc c'est sud-ouest quelque part. Alors il faudrait voir avec quel angle, mais on ne peut pas parler d'angle tant qu'on n'a pas de métrique. D'accord? Donc, bon, mais ça va vers le sud et un peu vers l'ouest de toute façon. Alors est-ce que c'est... Bon, intuitivement, si on met une métrique, on sait bien ce qu'on doit trouver, puisque évidemment ça tourne. Il y a une symétrie de révolution, donc la vitesse angulaire de rotation, si on avait le droit de dire ça, mais j'y viens tout de suite, du vecteur dans le plan tangent, si on assimile tous les plans tangents au même plan, ce qu'il ne faut pas faire évidemment, parce que ça n'a pas de sens, mais la vitesse angulaire de rotation dans le plan doit être constante par symétrie de révolution, ce qui se passe quelque part, il se passe la même chose ailleurs. Et donc, si, comme on le voit ici, on a fait, en fait, ici, on a fait un quart de tour, et ici, on a fait un demi-tour, hein, puisque là, on se retrouve entre le vecteur qui pointait
vers le sud, maintenant il pointe exactement vers le nord, donc ici ça pointe vers le nord. Ici, vous voyez que ça pointe directement vers l'ouest, il n'y a aucune composante nord-sud, il y a une composante ouest avec ce signe moins, et donc ici, ça va pointer, donc on part du sud. Oui, c'est ça. Ah, qu'est-ce que... Oui, 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 ça c'est la moitié de ça. Donc, voilà, ça va être exactement sud-ouest. Bref, c'est qualitatif et c'est informel, mais ça permet de prendre le recul, de voir ce qui se passe. Le vecteur, quand on se balade le long du parallèle, eh bien, il tourne. Et c'est la façon... Vu de l'extérieur, c'est ça qui se passe. Vu de l'extérieur, c'est vrai, tout ça est vrai. Hein. Alors, ok. Alors, pourquoi la phrase suivante n'a-t-elle aucun sens? Au cours du transport parallèle le long de gamma, la courbe du parallèle là, au cours du transport parallèle le long de gamma, le vecteur transporté tourne dans le plan tangent. Alors, pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que le plan tangent, il n'y a pas le plan tangent, il y a un plan tangent en chaque point. Donc ça ne veut rien dire qu'il tourne dans le plan tangent comme s'il y avait un plan tangent. Bon, bref, donc première chose. Deuxième chose, pour dire qu'il tourne, enfin, disons, ça pouvait suffire ça, mais il y a l'idée que, c'était suggéré par la question d'après, il y a l'idée qu'il y a un angle, qu'on peut définir un angle comme ça, dans les plans tangents, mais du coup qui devient... Enfin, donc, de toute façon, ça n'a pas de sens. Mais pour définir un angle, il nous faut une métrique. D'accord, hein, et comment on définit l'angle quand on a une métrique? Ben, si vous avez une métrique, donc vous pouvez faire le produit scalaire entre deux vecteurs, V1, un vecteur V1 et un vecteur V2. Ben, je vais noter VW, ça va être plus simple. Oui, enfin, donc ça, vous dites que c'est G de VV, G de WW, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Cos qu'on note comme ça, hein, l'angle entre les deux. Voilà. Hein, donc le cosinus, c'est ça divisé par ça. Pardon, ça c'est... Oui, si, c'est ça, oui. Oui. Qu'est-ce que... Non, il y a une racine là, oui. Oui. C'est la norme, c'est la racine. Voilà. Enfin bon, bref, donc ça permet de définir un cosinus. Ok? Et donc un angle. Mais il faut une métrique. Bon, allez, voilà. Donc vous voyez, c'était vraiment très simple. Je force un peu sur toutes les explications pour que tout soit parfaitement clair, mais pour ceux qui auront besoin de réviser pour éventuellement un rattrapage, j'espère que tout le monde aura bien réussi, parce que c'était très simple, mais en tout cas, voilà, normalement c'est très clair. Expliquer brièvement, alors oui, maintenant on ajoute une métrique, considérée comme une sphère parfaite de rayon R, plongée dans l'espace euclidien à 3 dimensions. Donc maintenant on ajoute la métrique, quelle métrique? La métrique induite par ce plongement dans la sphère à 3 dimensions. Ça, j'en ai parlé aussi dans le cours, et je posais explicitement la question ici. Donc, expliquer brièvement comment on peut induire une métrique sur une variété différentielle plongée dans Rn, Rn étant lui-même muni de la métrique euclidienne. On se contentera d'expliquer le principe en citant les mots-clés pertinents sans les définir explicitement. C'était juste pour resituer le contexte, on ne refait pas la théorie de l'héritage de métriques par plongement, mais donc l'idée c'est que vous avez une variété qui est plongée par une certaine application, donc injective, continue, qui va bien, etc. Alors il y a une différence entre plongement, immersion, etc., suivant si on autorise le plongement de se recouper sur lui-même. Bon, rentrons pas dans ces détails, on a la sphère plongée dans R3, tout le monde voit bien de quoi il s'agit, mais de manière générale, vous avez une variété plongée dans Rn comme ça, et avec ici une métrique euclidienne, enfin la métrique euclidienne, et l'idée c'est que si vous avez ça, vous pouvez ramener ici, faire une métrique
sur M. Comment on fait ça? Eh bien, par ce qu'on appelle le pullback. Hein, donc, on peut définir ici G comme étant... Alors, si ça, c'est une application phi, différenciable, hein, bien sûr. Donc, il faut qu'il y ait une structure différentielle ici. Ici, elle y est, évidemment. Et donc, vous allez avoir le pullback de la métrique euclidienne. Voilà. Et ça vous donne une métrique qui serait la métrique... la métrique ordinaire, c'est vraiment la traduction de cette métrique-là, on peut le montrer de façon générale, sur la variété, au sens où, si on calcule la longueur d'une courbe avec cette métrique-là sur la variété, avec la métrique induite, c'est la longueur de la courbe calculée dans Rn avec la métrique de Rn. Hein. Donc c'est vraiment l'héritage ordinaire. Quand on dit qu'on a une certaine métrique sur un patatoïde ou sur une sphère, eh bien c'est cette métrique-là. Voilà, donc c'était juste pour rappeler ça. Il suffisait de citer le mot-clé pullback de la métrique et c'était bon. Bien, alors, ok, on se contentera d'expliquer le principe. Hein. Ok, alors, donc la question suivante, c'est pourquoi peut-on parler désormais de l'angle entre le vecteur initial et le vecteur obtenu par transport parallèle le long de la courbe après un tour complet. Donc maintenant c'est vraiment très clair, en fait du coup ça donnait la réponse à la question d'avant, mais donc si on fait un tour complet, on revient au même point. Donc c'est le même plan tangent. Donc là on peut, il n'y a aucun problème, il n'y a même pas besoin de métrique pour ça. On peut comparer deux vecteurs évidemment au sein du même plan. Donc quand on fait un tour complet, très bien, on a le vecteur dont on est parti, qui était d sur dθ, si vous vous souvenez, et on a le vecteur auquel on est arrivé qui appartient, enfin ce nouveau vecteur, au même plan tangent, et on a vu, donc j'ai effacé, dommage, enfin si on fait un tour complet, on a cos de 2pi ici, donc cos de 2pi sur 2, donc ça fait 0, et cos de 2pi sur 2 c'est pi, ça fait moins 1. Donc le vecteur, donc ça c'est au départ, et le vecteur à l'arrivée, enfin après un tour complet, c'est moins d sur dφ, d sur dθ. Et donc ils appartiennent au même espace, on peut, donc on peut les comparer, mais on peut définir leur angle parce que on a une métrique. D'accord ? Alors là, on pourrait se dire que de toute façon, on peut toujours dire que c'est pi parce que vu que c'est moins lui-même, oui mais non, en fait on ne peut pas définir d'angle de manière générale, donc là on peut, donc allons-y. Alors on nous demande ensuite évidemment de nous dire, voilà, question 29, déterminer cet angle en fonction de θ0, ah donc j'aurais dû laisser, oui en fonction de θ0, donc j'aurais dû laisser θ0 là, donc on avait cos, de cos θ0 phi, et là, on avait moins 1 sur sin θ0 de sin de cos θ0 phi. Voilà. Ok. Alors, j'ai pas donné la métrique de la sphère ronde. Je pensais que tout le monde la connaissait, mais j'aurais peut-être dû la donner quand même. Vous vous rappelez la métrique de la sphère ronde induite, sinon ça se retrouve justement parce que c'est la métrique induite dans R3, donc on sait très bien définir l'élément de distance ou le produit scalaire de deux vecteurs exprimés dans les coordonnées, en coordonnées sphériques. Ok, donc on a ça. Et oui, ça nous permet de calculer l'angle. Alors l'angle s'appelle delta, donc on a cos delta qui vaut g de d sur dθ moins d sur dθ divisé par racine de g, je le fais très formellement, mais en l'occurrence l'application numérique fait que c'est assez trivial. Enfin, quoique là on demande en fonction de θ0,
complet. Donc c'est le produit scalaire divisé par la norme de chacun des vecteurs. Hein. C'est toujours la même chose. Voilà, formellement, c'est ça que ça donne. Ici, on a quoi? Donc on a le vecteur d sur dθ. Enfin, donc ça vaut quoi? Ça vaut moins g θ, ou g θ, c'est R2, bien sûr, divisé par racine de, ça c'est g θ, donc R2, donc racine de R2, je le fais voilà, comme ça, et racine de, ça c'est moins fois g θ, et donc c'est à nouveau R2, et ça, donc g θ, on a dit que c'était R2, donc ça fait moins R2 sur R2, ça fait moins 1. Enfin, oui, ça fait, oui, non, mais ça fait moins 1, donc là, c'est dans le cas particulier où θ0 vaut pi sur 3. Alors, si on le fait dans le cas général, oui, c'est plus intéressant. Ah oui, mais j'ai effacé. Ok. Alors, donc oui, l'arrivée, c'est pas ça. L'arrivée, c'était... Alors, est-ce que j'ai noté ça quelque part? Sinon, il faut remonter dans la vidéo. Ah, je ne l'ai pas noté. Bon. On le refait vite fait. Mince. Bon, je vous laisse le faire, ça fera un bon exercice. On avait la solution complète avant de mettre le θ0. On a intégré l'équation. Oh, je le refais vite fait. On avait... Ah ben si, je l'ai là. Ah non, si, je l'ai là. Donc ça va, pardon. Ok, donc au départ, on a ça, c'est sûr. À l'arrivée, donc là, on a 2π. On a donc moins 1 sur sin θ0 sinus de 2π cos θ0. Ok. Je demandais vraiment en fonction de θ0. Ah oui. Tiens, j'avais oublié. Ok. Alors, on va refaire. Alors, le produit scalaire de ça. Ah, mais non. Ah, non. À l'arrivée. Oui, pardon. Non, à l'arrivée, on a tout ça. Bon, pardon. Donc, je fais le produit scalaire du départ et de l'arrivée. Ça fait quoi? Ça fait g θ, ça c'est donc 1. Lui, ses composantes, c'est xθ égale 1, xφ égale 0. Donc, je fais le produit scalaire de ça avec ça. Ça va être, donc c'est g de départ arrivée. Ça, c'est égal donc à R2 fois ça. R2 cos de cos θ0 phi. Ok. Et je veux diviser par la racine carrée de g départ. Donc g départ, c'est R2, donc racine carrée, voilà. C'est R. Hein, donc, vous voyez, hein, attention, la norme de ce vecteur-là, qui a pour composante 1 et 0 dans la base en question, c'est pas 1, c'est R. Ok? Rappelez-vous, la dérivée covariante donne la forme, la métrique donne la taille. On est dans une sphère de rayon R, dθ, c'est la distance, si vous voulez, c'est le taux de déplacement, enfin c'est la vitesse de la courbe qui se déplace le long de θ égale constante à la vitesse du paramètre θ lui-même, d'accord? Et donc, si vous avez un rayon plus grand, la vitesse est plus grande. Pour un même angle, d'accord? C'est la vitesse angulaire fois R. C'est ça, la vitesse. Ça, c'est en fait θ point. Enfin, ça vous dit que... Enfin, ça, c'est θ point égale 1. D'accord? La vitesse angulaire, c'est 1, par définition. Et donc, si vous êtes à un rayon R, votre vitesse, c'est R... c'est R oméga, c'est avec oméga équivalent. Donc, vous voyez, c'est pas inintéressant malgré tout de refaire tout ça.
Donc, la norme de ce vecteur-là, c'est R. Ça se voit sur la métrique. Et puis, donc, la norme du vecteur d'arrivée, G arrivée, c'est, eh bien, il n'y a que des termes diagonaux, donc c'est simple, ça va être G θ, X θ, plus G phi, X phi. Donc, c'est... alors, je mettrai la racine après. R2, bah oui, cos carré. Cos carré de... Ça y est, vous l'avez vu venir, je pense. Plus R2, sin carré θ. Alors, quel θ? On est en θ0. On est là où on est. Fois ce machin au carré. Donc, sur sin carré θ0 fois le sin carré du cos carré θ0 fois 2π. Oui, enfin, le même phi. Ici, le phi, en l'occurrence, c'est 2π. Bon, que ça ne tienne. Mais d'ailleurs, c'est bien, laissons phi. Laissons phi. Parce qu'on voit une chose intéressante. Donc, ok, et donc ça fait 1, et puis on a R2, facteur de cos carré fois sin carré, et on a la racine de plus sin carré, donc ça fait 1, et donc égale R. Et vous voyez que la norme du vecteur ne change pas. Et ça, c'est intéressant, parce que quand on a écrit tout à l'heure au bout d'un quart de tour, là, quand on pointait dans la direction sud-ouest, on ne savait pas exactement dans quelle direction. Vous vous rappelez ce qu'on a obtenu? Bah, faisons-le. On avait ça qui vaut 1,5. Donc on avait cos de... on avait fait un quart de tour. Donc on avait ici 1 sur racine de 2. Et on avait ici racine de 2 tiers. Et là... Oui, enfin, oui, d'accord. Oui, naïvement, oui, parce que la métrique est simple. Donc ça se voit naïvement sans que la norme reste constante, reste égale à 1, alors qu'en fait ce serait R, mais c'est normal, on n'a pas encore de métrique pour donner la taille. Bon, bref, tout ça pour dire que le vecteur garde sa taille quand il est transporté parallèlement. Mais pour dire qu'il garde sa taille, il faut qu'il y ait une métrique, sinon il n'y a pas de taille. Un vecteur n'a pas de taille en soi, d'accord? 2 fois le vecteur, ça a un sens, mais ça n'a pas de sens de dire qu'il est 2 fois plus grand, s'il n'y a pas de métrique. Ok, bref, tout ça pour dire que tout ça fonctionne très très bien, et donc on a finalement, ça c'est le truc à l'arrivée, pardon, c'est le produit scalaire entre le départ et l'arrivée, divisé par la norme de chacun des vecteurs, ça nous donne le cosinus de l'angle. Et donc, ce que vous voyez, alors sauf que donc ici on a 2π maintenant. Et donc, ce que vous voyez, c'est que si on calcule cos de delta, on trouve ça divisé par ça fois ça, et donc on trouve cos de 2π cos θ0. Magnifique. Voilà. Alors, donc ça, c'est dans le cas général. Donc, delta vaut 2π cos θ0. Dans notre cas particulier, où cos θ0 valait 1,5, on trouve bien pi, ça a tourné de pi. Très bien, on me dirait ça a tourné de moins pi, c'est pareil. D'accord. Enfin non, d'ailleurs, on avait dit pi. Hein. Ah oui, mais oui, on peut dire ça tourne dans l'autre sens. Mais bon, tout ça n'a pas grand sens. Il faudrait regarder en détail. Oui, bah de toute façon, cos de moins θ et cos de égale cos θ. Donc voilà, ça n'a pas de sens particulier. Il faudrait définir, en plus de l'angle, il faudrait définir un sens de rotation dans le plan tangent. On n'a absolument pas besoin de faire ça. Bref, donc voilà, delta, la réponse finalement à cette question, c'était delta égale 2π cos θ0. Ce qui est joli. Ce qui est joli, et donc ça fait pi. Donc quand on est pi à 30 degrés, c'est là où on fait exactement un demi-tour quand on a fait un tour complet, hein, informellement parlant, à nouveau, mais
si on assimile tous les plans tangents au même plan tangent, ça reprend un sens. Ok, et alors la dernière question, petite question bonus en quelque sorte, parce que ça c'est juste pour le plaisir, je mentionne donc que alors un cas particulier du théorème de Gauss-Bonnet, qui est un théorème absolument extraordinaire, qui est compliqué, mais un cas particulier de ce théorème, parce que voilà, toutes les dimensions, c'est un truc assez dingue, mais et ça, bon, bref, je jetterai un coup d'œil si vous voulez à ce théorème de Gauss-Bonnet. Enfin, Gauss et Bonnet, ils n'ont pas vécu à la même époque, mais bref, une généralisation par Bonnet de ce que Gauss avait vu justement pour la courbure de Gauss, donc c'est ça que je mentionne ici. Donc, la courbure de Gauss, donc vous savez, pour une surface, donc ça c'est Gauss qui a vu ça, pour une surface, on peut définir une courbure scalaire comme étant le produit des courbures au sens, enfin, bon, 1 sur le rayon, la courbure c'est 1 sur le rayon du cercle osculateur, et donc si sur une surface vous prenez deux directions orthogonales, et donc vous regardez la courbure de chacune des lignes en tant que 1 sur le rayon du cercle oscillateur, le cercle qui approxime le mieux la courbe en question, et vous faites le produit de ces deux courbures, et ça vous donne ce nombre qui s'appelle la courbure de Gauss. Hein. Donc c'est pour ça que si vous avez une sphère où les deux sont courbés dans la même direction, en quelque sorte, vous avez le même signe pour les courbures, et donc ça vous fait une courbure positive. Si vous avez une selle de cheval, un truc comme ça et comme ça, si vous prenez ça, enfin, il y en a une qui va avoir une courbure négative et l'autre positive, enfin le rayon de courbure va être positif, négatif. Si vous faites le produit, vous allez voir que cette courbure est négative, donc on peut parler de courbure positive, négative, bref, Gauss avait vu tout ça, et ce produit-là des courbures ne dépend pas des deux courbes que vous prenez sur la orthogonale que vous prenez sur la surface. Bref, c'est un invariant, c'est quelque chose qui caractérise, et ça, enfin, c'est relié à la courbure scalaire de Ricci, découverte plus tard de façon plus générale. Mais donc cette courbure de Gauss, en notre cas, il se trouve que donc pour la sphère, sans surprise, alors ce cas c'est 1 sur R2, hein, donc c'est 1 sur le rayon de courbure de... c'est toujours le même, le rayon de courbure, quel que soit le cercle qu'on trace sur la sphère. Bref, K égale 1 sur R2, tout ça a été donné. Hein. Ce que dit ce théorème, dans ce cas particulier, c'est que l'angle duquel on a tourné lorsqu'on a fait un transport parallèle le long de notre méridien, mais en fait le long de n'importe quelle courbe. Si on fait un transport, je prends un vecteur quelconque, c'est un truc dingue, hein, je prends un vecteur quelconque et je le transporte parallèlement le long d'une courbe quelconque sur la sphère, en l'occurrence. Et je reviens et il est quelque part par là. Il y a un angle entre les deux, disons delta. Enfin, appelons-le delta, d'accord? Eh bien, ce théorème dit ce truc absolument dingue, qui est que la somme de la courbure, enfin l'intégrale de la courbure sur toute la surface délimitée par la courbe, donc dans l'énoncé je la notais A, l'air, voilà. Donc, et ça, c'est ds, c'est un petit élément de surface, là, voilà. Donc en chaque point, enfin vous avez un petit ds, et vous multipliez ce petit ds par la courbure en ce point-là. Alors pour la sphère, cette courbure, elle est constante, c'est 1 sur R2, mais si vous êtes sur un patatoïde, le théorème est vrai, c'est un truc vraiment, vraiment dingue. Donc vous faites l'intégrale de cette courbure de Gauss sur la surface que vous avez enserrée par votre courbe, voilà, gamma. Et
eh bien cette intégrale-là, ça vous donne, ben oui, ça vous donne directement delta. Ça vous donne l'angle de combien ça a tourné. C'est complètement dingue. Vous mettez sur une patate, vous faites un circuit n'importe lequel, d'accord, et vous prenez un vecteur n'importe lequel, vous le propagez, vous le transportez parallèlement dans la direction à chaque point de la vitesse de la courbe dessinée sur votre patate. À l'arrivée, il a tourné, vous pouvez comparer puisque vous êtes revenu au même point, d'accord? Vous regardez l'angle entre les deux, eh bien cet angle-là n'est rien d'autre que l'intégrale de la courbure en chaque point de la surface enserrée par la courbe. Des endroits où vous n'êtes jamais passé, bien sûr. Hein, d'accord? Vous avez découpé, vous revenez sur vous-même, donc vous découpez une calotte sur la sphère ou sur la patate. L'intégrale de la courbure de chaque point de la surface, comme ça, est égale à l'angle. Donc ce sera toujours le même angle, si vous, quel que soit du coup le vecteur dont vous partez, ça aura un autre vecteur, mais il aura le même angle. Enfin, bref, c'est un truc assez... Et ça, c'est qu'un cas particulier d'un truc infiniment plus profond encore, qui prend en compte d'autres choses, parce que ça ne vaut, la courbure de Gauss est définie qu'à 2 dimensions. Mais vous avez enfin, ce théorème est un truc assez dingue. Alors, voilà. Donc, vérifions. La question, c'était un petit bonus comme ça pour le plaisir. Hein, c'est la dernière question de cet exercice. Donc, bon. Ceci, il est très simple à faire du coup. Hein, parce que donc, la question, c'est vérifier que bah, c'est vrai, ça marche en particulier dans le cas qu'on a fait. Donc, on a vu qu'on a cet angle-là. Et la question, c'est est-il vrai que... Donc, on a découpé, nous, sur la calotte, enfin, sur la sphère, on a découpé une calotte qui est, donc, qui est celle-là, quoi. Enfin, voilà, si on est ici à θ0, là, d'accord? Donc, on s'est baladé sur le méridien. Alors, vous remarquez en plus que l'angle est contenu, enfin, ça dépend dans quel sens vous tournez pour savoir est-ce qu'il faut intégrer sur cette calotte-là ou sur l'autre? Parce que vous avez limité 2 calottes en réalité. Mais suivant la direction dans laquelle vous tournez, faut prendre celle qui est compatible dans la direction. Enfin bon, bref. Il y a des détails, mais en l'occurrence, là, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, vous avez une symétrie, ça va donner le mélange. Mais peu importe. Donc, en l'occurrence, on va simplement ce qu'on veut. Donc, K, pour nous, c'est simplement 1 sur R2. La courbure est la même partout, c'est une sphère. Hein, donc, c'est infiniment plus simple que le cas général, mais soit. Donc, nous, on veut calculer ça. Donc, ça vaut simplement 1 sur R2 de somme sur la calotte, je vais l'appeler calotte, de ds. Et donc, la question, c'est quoi l'air de ça? Bon, bah, c'est l'intégrale de l'angle solide, enfin, fois R2. Donc, ici, donc c'est l'intégrale de R2 sin des θ, des phi. On peut intégrer déjà sur phi, 2pi, donc 2pi sin θ, des θ. Bon, vous reconnaissez tous vous reconnaissez tous l'aire d'une sphère. Et donc de 0 à θ0. Ok? Donc ça fait 2pi R2, l'intégrale de sin θ. Last time I checked, c'était donc moins cos θ. Donc moins cos θ entre donc θ égale 0 et θ égale θ0. Donc ça fait 1 moins cos θ0, tout ça. Donc on a 2pi R2, 1 moins cos θ0 sur R2. Oui, mais alors à 2pi près, puisqu'évidemment l'angle à 2pi près, donc en fait là on trouve moins 2pi cos θ0. Donc là c'est le fameux signe dont je vous parlais,
Oui, je pense que c'est là que j'aurais dû mettre le moins, parce qu'on a vu que ça tournait, hein, on a vu que on commençait sud, puis sud-ouest, et puis on finissait nord, donc on a tourné en fait par là, donc c'était négatif. Donc en fait, effectivement, c'est moins pi qu'on aurait dû obtenir. J'ai dit que c'était pi parce que c'est pi aussi, mais on n'a pas tourné par là, donc évidemment moins pi et pi c'est la même chose, mais en toute rigueur, si on l'avait vu, c'était moins pi et c'est ce moins pi là qu'on trouve là. Bon, peu importe. Enfin, dans le cas où θ 0 vaut pi sur 3. En tout cas, vous voyez, donc on trouve, donc le 2pi là s'en va évidemment, hein, l'angle est défini à 2pi près, enfin oui, c'est ici, voilà. Et donc on trouve la même chose, bref, ça marche, mais le truc c'est que ça marche, quelle que soit la surface, quelle que soit la courbe, quelle que soit la, enfin bon, bref, c'est très fort. Bon allez, je m'arrête là, c'était donc la partie 2, et je vais faire une autre vidéo, je ne suis pas sûr d'avoir le temps là tout de suite, pour corriger la partie 3. Bon, c'était un peu long, mais on en profite pour parler, pour réviser, et pour essayer de se forger aussi une petite intuition sur ces histoires de transport parallèle. Hein, parce que on peut être surpris de se dire que on pointe vers le sud, comme ça, et donc transporté parallèlement, bah, je continue à rester pointé vers le sud. On a l'impression que c'est ça, mais non, en fait. Ce serait ça si on était à l'équateur, mais parce qu'à l'équateur, en quelque sorte, c'est l'approximation d'un cylindre, et donc la courbure est plate, en fait. Enfin, je retire cette phrase, parce que c'est pas ça, mais vous voyez, une autre façon de le voir, c'est de dire que si vous êtes à l'équateur, en fait, si vous êtes... Ah, oui, si, c'est ça. En fait, non, c'est ça. Quand je dis c'est pas plat, évidemment, la courbure n'est pas plate. L'intuition que j'essayais à laquelle j'essayais de faire appel pour moi-même, c'était que la connexion, je vous rappelle, les deux coefficients non nuls, c'était sin θ cos θ et cotangent θ, cos θ sur sin θ. C'était les deux non nuls. Et vous voyez que quand θ vaut pi sur 2, c'est pas plat, mais les coefficients de la connexion sont 0. D'accord? Et donc le transport parallèle s'effectue en disant je garde les coordonnées. Donc si vous êtes à l'équateur et que vous pointez vers le sud et que vous déplacez le long de l'équateur, vous restez pointé vers le sud. Et si vous pointez dans n'importe quelle direction, d'ailleurs ce serait pareil, justement les coefficients de la connexion sont nuls. Donc le transport parallèle équivaut à juste on ne change pas les coordonnées du vecteur. Mais si vous n'êtes pas à l'équateur, se transporter parallèlement, c'est changer les coordonnées du vecteur. Parce que, donc, si vous regardez la Terre avec son équateur et que vous êtes ici et que vous déplacez comme ça, en fait, si vous partez d'ici, en vrai, donc mettons que vous partez d'ici et vous prenez ce vecteur-là. En réalité, si vous alliez tout droit sur la sphère, si vous suiviez une géodésique, vous suivriez un grand cercle, vous feriez ça. D'accord? Enfin, le grand cercle qui passe par là, oui, je ne vais pas le dessiner, d'ailleurs ma sphère elle est tout sauf sphérique, mais vous voyez que en suivant le parallèle, en fait, vous êtes en train de tourner à gauche, localement. Au lieu d'aller par là, vous tournez par là pour pouvoir... Parce que, vous voyez, sinon vous iriez sur le grand cercle. Oui, c'était très mal fait. Enfin, vous iriez comme ça. J'espère que vous voyez à peu près en 3D par rapport au centre. Excusez-moi. Et donc... Pardon. Donc, en fait, vous êtes en train de tourner à gauche. Donc, si vous avez un vecteur et vous voulez transporter parallèlement, si vous allez tout droit, vous le gardez dans la même direction. Mais si vous êtes en train de tourner, il ne faut pas qu'il tourne avec vous. Il faut qu'il s'éloigne de vous. Et donc, c'est exactement ce qui se passe ici, en fait. Vous pointez vers le sud. Mais ce que vous faites, c'est non, vous déplacez non pas comme ça, vous vous déplacez comme ça. Donc, il faut l'éloigner de vous. Je fais de la danse du mathématicien, là. C'est pas très élégant, mais vous voyez ce que... Ben, faites-le pour vous-même, vous verrez. Donc,
oui, c'est pas parce qu'on pointe vers le sud et qu'on dit bah, le sud c'est toujours le sud. Oui, ben non, si vous êtes à l'équateur, le sud c'est toujours le sud au sens où vous tournez pas quand vous pointez vers le... Enfin, le vecteur ne tourne pas. C'est pour ça aussi d'ailleurs, vous voyez, tourner ça veut rien dire. C'est est-ce que oui ou non c'est un transport parallèle? Et le transport parallèle, ça veut dire la dérivée covariante dans la direction de la vitesse de la courbe sur laquelle vous vous déplacez, de la courbe que vous implémentez avec votre temps, à vous, enfin avec comme paramètre ce que vous appelez le temps. La dérivée covariante le long de cette vitesse-là, enfin dans la direction de cette vitesse, est nulle. C'est ça que ça veut dire. Et, voilà. Et encore une fois, ça ne veut rien dire. Ça tourne pas si on est dans une variété courbe, justement, où il n'est pas possible d'assimiler les plans tangents. Bon, bref. Voilà, j'espère que ces discussions vous aident. Mais il faut que vous assimiliez par vous-même, vous fassiez votre propre compréhension interne de ces notions-là. Il y a tout un tas de choses qui ont l'air évidentes quand on se réfère implicitement ou inconsciemment à la géométrie euclidienne, qui doivent être pensées. Mais la meilleure façon de leur penser, c'est peut-être effectivement... Enfin, non, il faut s'habituer vraiment à penser intrinsèquement. Ça, c'est capital si on veut vraiment saisir aussi la relativité générale. Il ne faut pas essayer de se représenter plongé dans un espace extérieur. Les choses sont intrinsèques et on a justement développé tous les outils pour s'approprier toutes ces notions de vitesse, etc., intrinsèquement. Mais on voit que, extrinsèquement, dire que ce vecteur-là, qui pointe vers le sud ici, et le vecteur ici qui pointe vers le sud, dire que c'est les mêmes, c'est idiot vu de 3D. Évidemment qu'ils ne pointent pas en tant que vecteur de l'espace 3D maintenant, pas en tant que vecteur dans le plan. Ce plan tangent, justement, vous l'avez mis dans un espace 3D, donc il a une direction. Et vous voyez bien que ce n'est pas le même. C'est juste pas le même. Si je suis ici, il pointe par là. Je me suis déplacé sur la sphère, il pointe par là. Et ces deux vecteurs, dans l'espace 3D, ce n'est pas les mêmes. D'accord ? Par contre, si vous êtes sur l'équateur, on va se faire comme ça, vous pointez vers le sud, en fait, vous pointez dans l'espace 3D, vous pointez vers le bas. Et si vous êtes ailleurs, vous pointez encore vers le bas. C'est à nouveau, là, c'est bien le même vecteur 3D. Tandis que dans l'autre cas, non. Donc vous voyez que changer et pas changer, il faut pas, le truc, c'est qu'il ne faut pas mélanger les perspectives extrinsèques et intrinsèques. On ne peut pas dire, oui, mais localement, ça pointe toujours dans la même direction, sous prétexte qu'on va vers le sud. Oui, mais ce n'est pas le même plan tangent. Alors, si vous voulez jouer à ça, c'est-à-dire à voir ça comme des vrais vecteurs qui pointent dans une vraie direction, alors à ce moment-là, mettez-vous vraiment dans l'espace 3D et dites, qu'est-ce que c'est que... Est-ce que c'est bien la même direction dans l'espace 3D? Et là, vous allez voir que non. Donc, votre vecteur a tourné. Néanmoins, il est possible c'est quand même possible de définir une notion de transport parallèle et dire ce vecteur-là, c'est pas qu'il est parallèle à l'autre, c'est dire sa dérivée covariante est nulle. C'est le plus proche qu'on puisse faire de garder le même vecteur en se déplaçant. Voilà. Mais c'est pas que ce vecteur-là est le même que celui-là. C'est pour ça, c'est pas le même. C'est juste que la dérivée covariante le long de la courbe qu'on a suivie a été nulle à chaque instant. Et notez bien, et c'est ça l'essence de la courbure, si on avait suivi une autre courbe, genre celle-là ou celle-là, pour arriver là, toujours en gardant cette même notion de transport parallèle, si on avait suivi une autre trajectoire, on n'aurait pas obtenu le même à la fin. Donc on ne peut pas assimiler les vecteurs en un plan tangent, un vecteur en un autre plan tangent. Il n'y a pas, cette notion-là n'existe pas. Le mieux qu'on puisse faire, c'est ce transport parallèle en définissant une dérivée covariante locale qui permet de dire, quand je vais par rapport à cette vitesse, enfin le long de cette courbe ayant cette vitesse-là, ne pas changer, avoir une dérivée nulle, c'est ça. Et vous définissez cette dérivée covariante qui vous donne donc cette notion de transport parallèle. Vous êtes obligé de la mettre à la main et c'est ça qui donne la forme à la variété. Donc c'est le... bref.
Ok, allez, je m'arrête là et je vais faire une autre vidéo dès que je peux pour la partie 3. À bientôt.